Un simple billet. Nous le plions, nous le dépensons, nous le gardons dans le portefeuille. Mais nous nous arrêtons rarement pour y penser. Pourtant, ce morceau rectangulaire de papier a le pouvoir d'acheter de la nourriture, de payer une maison ou de faire bouger des marchés entiers. Comment quelque chose d'aussi fragile peut-il avoir autant de valeur? Chaque jour, des millions de personnes utilisent de l'argent sans savoir de quoi il est fait, comment il est produit ou pourquoi nous n'en imprimons pas simplement plus pour en finir avec la pauvreté. Qu'y a-t-il derrière chaque billet? Comment transforme-t-on une plante en un symbole de richesse globale? Et pourquoi l'argent n'est-il en réalité pas juste du papier? Ce qui pour nous est une routine, pour les gouvernements, c'est de l'ingénierie de précision. Chaque billet naît sous des protocoles de sécurité stricts avec des matériaux secrets, une machinerie spécialisée et des techniques impossibles à reproduire. Durant les prochaines minutes, nous voyagerons depuis les champs de coton du sud des États-Unis jusqu'aux laboratoires les plus surveillés de la planète. Nous découvrirons le processus complexe, secret et millimétrique qui donne vie à l'un des objets les plus puissants du monde, le billet de dollar. Préparez-vous à connaître la véritable histoire de l'argent physique, parce que comprendre comment se fait l'argent, c'est comprendre comment fonctionne notre société. Avant de devenir de l'argent, un billet commence sa vie à l'endroit le plus inattendu, le champ. Il n'est pas fabriqué avec du papier ordinaire ni avec de simples fibres textiles. Le dollar américain, par exemple, utilise une formule exclusive, 75% de coton et 25% de lin. Ce mélange confère une résistance unique, une texture reconnaissable et une durée de vie bien plus longue que n'importe quel papier traditionnel. Mais n'importe quel coton ne convient pas. Seules certaines variétés cultivées dans le sud des États-Unis, spécialement au Texas, au Mississippi et en Géorgie, remplissent les exigences rigoureuses. Là-bas, le climat chaud et humide favorise la croissance de fibres plus longues, blanches et résistantes. Ces fibres doivent être exemptes d'impuretés, ni feuilles, ni branches, ni terre. En fait, seulement entre 10 et 12% du coton récolté parvient à passer les contrôles de qualité nécessaires pour devenir un billet. La récolte est hautement mécanisée, mais chaque étape est conçue pour préserver l'intégrité des fibres. Ensuite, les balles sont transportées vers des usines de traitement où elles sont soumises à des systèmes de nettoyage par air comprimé, vibration et filtrage. Le résultat est un coton si pur qu'il ne peut contenir plus d'1% de résidus. Une seule impureté de la taille d'une tête d'épingle peut faire rejeter toute une balle de 200 kg. Mais le coton n'est pas seul. Le second ingrédient essentiel est le lin, un matériau noble et fort provenant d'Europe. La France et la Belgique sont leaders dans sa culture grâce à des siècles de tradition agricole. Contrairement à d'autres plantes, le lin n'est pas coupé. Il est arraché complètement depuis la racine pour préserver toute la longueur de la fibre. Ensuite, on le laisse sécher au soleil entre 2 et 4 semaines dans un processus appelé rouissage. C'est une technique délicate. Si on l'écourte, les fibres ne mûrissent pas bien. Si on le prolonge trop, elles s'affaiblissent. Après le séchage, les fibres sont peignées, broyées et purifiées jusqu'à être prêtes à être pressées et envoyées à l'usine de papier-monnaie. Là, avec le coton, elles donneront forme au matériau le plus surveillé du monde. Chaque billet commence ici, en silence, dans la terre. Lorsque les fibres de coton et de lin arrivent à l'usine de papier-monnaie, commence l'un des processus les plus secrets et sophistiqués du monde. Ici, les matières premières cessent d'être des fibres végétales pour devenir le support physique du système financier d'une nation entière. C'est à cette étape que la matière première se transforme en la toile de l'économie. D'abord, les deux matériaux sont broyés et mélangés dans de grands réservoirs avec de l'eau chaude et de la vapeur à pression élevée. Le résultat est une sorte de pulpe blanche, dense et homogène, similaire à une bouillie. À cette étape, on ajoute les premiers éléments de sécurité, les microscopiques fibres colorées visibles et invisibles, et dans certains cas, des marqueurs chimiques uniques impossibles à reproduire. On peut également inclure de l'ADN synthétique et des fibres fluorescentes qui réagissent à certains types de lumière, ce qui permet de tracer chaque lot de papier avec précision scientifique. Le mélange est versé sur des bandes transporteuses qui drainent l'excès d'eau. Au fur et à mesure, il est pressé, séché et transformé en longues fiches de papier-monnaie.
Mais ce n'est pas n'importe quel papier. Il contient des filigranes incrustés, des fils de sécurité qui traversent le billet et une texture spéciale qui le rend reconnaissable au toucher, même les yeux fermés. Ce papier doit résister aux plis, à l'humidité, à la friction et même aux tentatives de contrefaçon avec des solvants chimiques agressifs. Chaque feuille passe par des contrôles automatiques de poids, épaisseur, opacité et consistance. Si une seule feuille ne respecte pas les normes établies, elle est détruite automatiquement. Le niveau de contrôle est si rigoureux que 0,5% de la production peut présenter des erreurs, et ces erreurs sont archivées, jamais libérées au public. Ce papier n'est jamais disponible sur le marché ouvert. Seule une entreprise au monde, Crane Currency, a la permission exclusive de le fabriquer sous contrat avec le gouvernement des États-Unis. Ces installations sont protégées comme s'il s'agissait d'une base militaire, avec accès restreint, caméras, capteurs et personnel autorisé. Une fois prêt, le papier est enroulé et envoyé au Bureau of Engraving and Printing où il recevra sa véritable identité. Numéro, visage, sceau et valeur. Avant que tout billet ne voie la lumière, il doit être conçu avec une précision presque chirurgicale. Ce processus n'est pas artistique au sens conventionnel, c'est une opération de sécurité nationale. Chaque ligne, ombre, figure géométrique et espace blanc est pensée non seulement pour être visuellement attirant, mais aussi impossible à reproduire. Le processus débute au bureau de Engraving and Printing avec une équipe d'experts en design et gravure, beaucoup avec des décennies d'expérience. Ils utilisent une technique connue sous le nom de gravure sur acier, où chaque détail est dessiné manuellement sur des plaques métalliques avec des instruments de très haute précision. Certains graveurs passent jusqu'à 3 semaines à perfectionner une seule section du visage d'un président ou le pli d'une tunique. Le résultat de ce travail artisanal est ce qu'on appelle la plaque maîtresse. À partir d'elle, on crée de multiples copies en utilisant un système appelé électrogalvanoplastie, qui permet de reproduire jusqu'à la moindre rainure. Ces nouvelles plaques sont faites d'acier urci pour supporter des dizaines de milliers de cycles d'impression sans perdre en fidélité ni en définition. Mais le design va bien au-delà des portraits. Chaque élément graphique remplit une fonction. Les phrases comme « In God we trust », les motifs qui entourent le chiffre de la dénomination et même les espaces vides où se trouve le filigrane, tout est synchronisé comme un réseau de sécurité visuelle. Même le placement de certains éléments est conçu pour contrecarrer les tentatives de scan ou de copie numérique. De plus, chaque dénomination possède des caractéristiques uniques. Le billet de 100 $, par exemple, incorpore des micro-impressions dans le col de Franklin qui ne peuvent être lues qu'avec une loupe. Il inclut également des lignes ondulées, des textures croisées et des structures symétriques conçues pour confondre les scanners numériques et rendre difficiles les contrefaçons par imprimantes avancées. Ce processus ne se termine pas avec l'approbation du design. Une fois que les plaques sont prêtes, elles sont soumises à des tests internes où l'on simule de multiples scénarios de contrefaçon. Seulement si le design surmonte tous les tests de sécurité, son impression massive est autorisée. Concevoir un billet n'est pas un acte créatif, c'est une stratégie de défense économique. Chaque trait protège la valeur de l'argent et renforce la confiance d'une nation. Est-ce que tout ce qu'il y a derrière un simple billet vous surprend? Si ce contenu vous semble intéressant, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Tout s'explique et activez la cloche. Vous nous aidez à continuer de créer des documentaires comme celui-ci et au passage, vous ne manquez pas ce qui vient. Continuons. Avec le papier prêt et les plaques gravées, commence l'une des étapes les plus impressionnantes visuellement, l'impression. Mais imprimer des billets ne ressemble en rien à imprimer un livre, un magazine ou une affiche. Ici, chaque millimètre compte, chaque couleur a une fonction, et toute erreur peut représenter une menace pour la sécurité économique du pays. Tout commence avec l'impression offset, une technique dans laquelle on applique le fond de couleur du billet, ses tonalités ténues, motifs géométriques et trames décoratives. Ce processus utilise des rouleaux qui transfèrent l'encre de façon indirecte, créant une base visuelle précise et uniforme. Cependant, ce n'est pas à cette étape que se produit la véritable magie. Celle-ci arrive avec la phase suivante, l'impression en taille douce, également connue sous le nom d'impression en intaglio. C'est ici que les billets prennent vie. Les plaques d'acier gravées à la main sont montées sur des presses géantes qui appliquent entre 20 et 40 tonnes de pression sur chaque feuille de papier.
Sous cette force colossale, l'encre est poussée hors des rainures métalliques et adhère au billet, créant un relief qui peut se sentir avec les doigts. Cette texture est reconnaissable entre toutes, rugueuse, râpeuse, authentique. C'est aussi l'un des signes les plus difficiles à contrefaire. L'encre utilisée à cette étape est une formule secrète. Elle contient des particules magnétiques, des composés fluorescents et des pigments qui ne se révèlent que sous certaines conditions de lumière. De plus, les billets de dénomination élevée incluent de l'encre OVI, encre à variation optique, qui permet aux chiffres de changer de couleur lorsqu'on incline le billet. Cet effet est obtenu grâce à des microcristaux métalliques qui agissent comme de minuscules miroirs, réfléchissant la lumière avec une précision millimétrique. Après l'impression principale, on applique les derniers éléments, les numéros de série, le sceau du trésor et celui de la réserve fédérale. Cette partie s'imprime avec de l'encre plate sans relief, ce qui ironiquement la rend plus simple à imiter, mais aussi plus simple à détecter par des systèmes automatisés. Chaque feuille passe par des scanners de très haute résolution. Ils vérifient la forme, la couleur, la texture et l'alignement. Si quelque chose échoue, le billet n'arrive pas au public. À ce moment, il manque encore l'inspection la plus stricte, les yeux humains. Lorsque le billet a passé toutes les phases d'impression, il n'est pas encore prêt à circuler. Il doit affronter l'un des contrôles qualité les plus stricts du monde. Chaque feuille imprimée est scannée par des capteurs optiques d'ultra haute résolution capables de détecter des déviations inférieures à 1/2 mm. S'il y a un numéro mal aligné, une couleur hors ton ou une marque absente, cette feuille est éliminée et détruite. Mais la technologie ne fait pas tout. Après la révision automatisée, entre en jeu l'œil humain. Des inspecteurs formés révisent des lots aléatoires avec une loupe et une lumière spéciale, cherchant des imperfections invisibles à l'œil nu. Seuls les billets parfaits passent. Une fois le contrôle qualité surmonté, les feuilles sont coupées avec une précision millimétrique. Chacune devient 32 billets individuels qui sont ensuite regroupés en liasses, paquets et finalement en blocs scellés de 1000 unités. Ces blocs reçoivent un code unique de traçabilité qui permet de suivre leur emplacement exact depuis l'usine jusqu'à leur destination finale. Les nouveaux billets sont envoyés aux 12 banques de la Réserve fédérale des États-Unis où ils sont stockés dans des coffres surveillés. De là, ils commencent à circuler dans le pays et dans le monde. Ainsi naît l'argent, avec rigueur, secret et précision. Nous ne le voyons pas, mais nous le sentons. Un arôme peut éveiller des souvenirs, faire tomber amoureux, repousser ou marquer une présence. Le parfum est l'un des produits les plus anciens de l'humanité et pourtant sa création reste un mystère pour la plupart. Comment encapsule-t-on une émotion dans une goutte? Comment transforme-t-on une fleur en un symbole de luxe? Chaque flacon de parfum garde une alchimie complexe de science, d'art et de nature. De la récolte de fleurs à l'aube jusqu'à la précision millimétrique des laboratoires les plus modernes, chaque essence cache un processus presque rituel. Ce n'est pas seulement mélanger des arômes, c'est construire une identité invisible. Durant les prochaines minutes, nous vous emmènerons depuis les champs de lavande en Provence jusqu'aux ateliers secrets des nez, les maîtres parfumeurs capables de reconnaître plus de 3000 arômes. Nous découvrirons comment se récoltent les fleurs, comment s'extraient leurs huiles essentielles et comment se construisent ces mélanges qui durent des heures sur la peau et des années dans la mémoire. Parce que derrière chaque parfum, il y a une histoire qui commence dans la terre, se mélange dans le laboratoire et se termine dans l'émotion de celui qui l'utilise. Préparez-vous, ce que vous êtes sur le point de sentir peut aussi se raconter. Tout parfum commence bien avant le laboratoire. Son histoire naît dans la terre, dans des champs soigneusement sélectionnés où le climat, le sol et même l'heure du jour déterminent la qualité de l'arôme final. Les fleurs et plantes utilisées en parfumerie ne sont pas communes. Ce sont des variétés cultivées pendant des siècles par des familles expertes, gardiennes de traditions invisibles. Prenons comme exemple la lavande. Dans la région de Provence, en France, les champs se teintent de violet chaque été. Lorsque 70% des fleurs sont ouvertes, c'est le moment idéal pour la récolte, juste quand la concentration d'huile essentielle atteint son point maximum. Si on récolte trop tôt, le parfum sera faible. Si on attend trop, on perd la richesse aromatique.
Contrairement aux cultures industrielles, la récolte de fleurs comme la rose de Damas en Bulgarie ou le jasmin en Inde et en Égypte se fait à la main. Chaque fleur est cueillie soigneusement sans abîmer ses pétales et transportée dans des paniers aérés pour éviter la chaleur et la fermentation. Dans le cas du jasmin, il doit être récolté entre 2 et 4 heures du matin lorsque sa fragrance est à son point le plus intense. Les climats influencent aussi. Trop de pluie dilue l'huile essentielle, trop de soleil l'évapore. C'est pourquoi chaque fleur a son propre calendrier et les agriculteurs doivent agir avec une précision chirurgicale. Mais tout n'est pas fleur, on utilise aussi des racines, des écorces et des résines. Le vétiver se cultive en Haïti, le santal en Inde, le néroli s'extrait de la fleur de l'oranger amer. Chacun avec sa propre technique de culture et de récolte, chacun avec une âme distincte qui apportera du caractère à la fragrance finale. Une fois récoltées, les matières premières doivent être traitées rapidement. Certaines fleurs ne maintiennent leur arôme intact que pendant 24 heures. C'est pourquoi le transport depuis le champ jusqu'à la distillerie est une course contre le montre. Plus l'ingrédient est frais, plus son huile essentielle sera pure. Derrière chaque goutte de parfum, il y a des milliers de fleurs, des jours de soleil, des mains expertes et une connexion ancestrale avec la nature. Parce que la première note d'une fragrance naît toujours dans le champ. Récolter la fleur n'est que le début. Pour qu'une plante se transforme en parfum, elle doit livrer son essence la plus pure, l'huile essentielle. Et l'extraire n'est pas une tâche simple. Chaque type de fleur, racine ou résine nécessite une méthode spécifique pour libérer son arôme sans perdre sa complexité. La méthode la plus ancienne et encore largement utilisée est la distillation à la vapeur. Ici, les fleurs comme la lavande ou le romarin sont placées dans de grands alambics à acier. La vapeur chaude passe à travers le matériel végétal, libérant les molécules aromatiques qui se condensent ensuite sous forme liquide. Comme l'huile est plus légère que l'eau, elle flotte sur la surface et peut être séparée facilement. Mais certaines fleurs sont trop délicates pour supporter la chaleur. C'est là qu'intervient l'extraction par solvant, une technique plus moderne. Elle est utilisée pour des fleurs comme le jasmin ou la rose. Elles sont mélangées avec un solvant comme l'hexane qui dissout les composés aromatiques. Le résultat est une cire parfumée appelée concrète. Celle-ci est purifiée avec de l'alcool pour obtenir l'absolu, l'une des formes les plus pures et précieuses de l'huile essentielle. Il existe aussi l'extraction par dioxyde de carbone supercritique, une technologie d'avant-garde qui permet d'obtenir des huiles sans résidus de solvant et avec une fidélité olfactive très élevée. Bien que coûteuse, elle est idéale pour les ingrédients premium et les fragrances haut de gamme. L'efficacité dans l'extraction est critique. Pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de rose, il faut entre 3 et 5 tonnes de pétales. Pour le jasmin, il faut plus de 7 millions de fleurs. Cela explique pourquoi certains parfums peuvent coûter des centaines, voire des milliers de dollars. Tous les ingrédients ne sont pas naturels. Dans la parfumerie moderne, on utilise aussi des composés synthétiques. Mais même ceux-ci doivent être extraits ou synthétisés avec des processus extrêmement contrôlés, reproduisant des structures moléculaires qui imitent les odeurs naturelles. Au final, chaque goutte d'huile essentielle est un concentré de terre, de temps et de technologie. Sa qualité définira la durée, le caractère et l'évolution du parfum sur la peau. C'est ici que la nature devient alchimie, où l'invisible commence à prendre forme. Une fois que les huiles essentielles sont prêtes, commence l'étape la plus artistique du processus, la composition. C'est ici que naissent les formules qui définissent la personnalité de chaque parfum. Et au centre de tout se trouve une figure presque mystique, le nez. Un nez, également connu comme maître parfumeur, est un expert capable de reconnaître et de mémoriser des milliers d'arômes. Son travail n'est pas seulement technique, il est presque poétique. Combiner des ingrédients pour construire une expérience sensorielle qui évolue avec le temps. Convertir un concept abstrait comme élégance, passion ou liberté en une fragrance tangible. La création d'un parfum suit la structure d'une pyramide olfactive, divisée en 3 niveaux. Les notes de tête sont les plus volatiles, elles impactent dans les premières secondes et disparaissent vite. Les notes de cœur forment l'âme du parfum, elles restent pendant des heures et définissent son caractère. Finalement, les notes de fond sont les plus persistantes, celles qui restent imprégnées sur la peau et les vêtements pendant beaucoup plus longtemps.
Chaque formule peut contenir de 20 à plus de 200 ingrédients. Ils sont mélangés en proportions précises en utilisant des balances de haute sensibilité. Une goutte de trop peut ruiner tout l'équilibre. À cette phase, on ajoute aussi les fixateurs, des substances qui ralentissent l'évaporation des arômes, prolongeant la durée du parfum. Certains sont naturels, comme l'ambre gris ou le musc, tandis que d'autres sont synthétiques. Les fixateurs n'ont pas d'arôme fort par eux-mêmes, mais ils sont clés pour qu'une fragrance dure toute la journée. Les parfumeurs travaillent dans des laboratoires silencieux entourés de tubes à essai, de flacons numérotés et de fiches olfactives. Ici, chaque essai est enregistré, chaque mélange est étiqueté et chaque modification est soigneusement documentée. Après avoir défini la formule, on prépare les premiers lots d'essais. Ces parfums sont appliqués sur du papier buvard ou sur la peau pour évaluer comment ils réagissent avec la chaleur corporelle, l'humidité et le passage du temps. Créer un parfum peut prendre des semaines, des mois ou même des années, car chaque arôme doit raconter une histoire sans mots, seulement avec des molécules flottant dans l'air. Et tout cela dépend de la précision d'un seul odorat. Bien que la formule soit déjà définie, le parfum n'est pas encore prêt à être utilisé. Avant d'arriver au flacon, il doit traverser une étape cruciale, la maturation. Ce processus est aussi important que le vieillissement du vin ou l'affinage d'un fromage. Ici, les ingrédients fusionnent, s'équilibrent et atteignent leur expression aromatique maximale. Le mélange de base du parfum est dilué avec de l'alcool éthylique pur et de l'eau distillée en proportions exactes. Cette combinaison aide non seulement à disperser les molécules de fragrance, mais permet aussi au parfum de se projeter et d'évoluer sur la peau. Ensuite, le mélange est laissé au repos dans des réservoirs en acier inoxydable ou des cuves de verre d'âme pendant plusieurs semaines ou même des mois. Pendant ce temps, les composants interagissent entre eux. Certaines notes s'adoucissent, d'autres s'intensifient. C'est un processus silencieux, invisible, mais vital. Beaucoup de parfumeurs considèrent que le véritable caractère d'un parfum ne se révèle qu'après cette étape. Une fois la maturation terminée, arrive le moment de la filtration. À des températures contrôlées, le liquide est refroidi et passe par des filtres ultra fins qui éliminent impuretés, résidus ou particules solides. Ainsi, on obtient un parfum clair, stable et durable. Ensuite vient l'embouteillage, une phase où la précision redevient clé. Chaque flacon est rempli avec une exactitude millimétrique au moyen de systèmes automatisés. Les bouteilles sont lavées préalablement avec de l'air filtré et scellées sous vide pour éviter l'évaporation. Après, on place les atomiseurs, les bouchons et finalement, on applique les étiquettes, souvent faites à la main pour garantir une finition impeccable. Mais le flacon n'est pas seulement un récipient, il fait partie du parfum. Son design communique l'essence de la fragrance, lignes courbes pour les parfums sensuels, angle droit pour les fragrances fraîches, couleurs profondes pour les notes intenses, tout compte. Finalement, chaque unité est emballée soigneusement et stockée dans des conditions spécifiques de température et de lumière, prête à être distribuée dans le monde entier. Depuis les champs de fleurs jusqu'à ce moment final, le parfum est passé par des mains expertes, une technologie de précision et une passion silencieuse. Parce qu'un parfum ne se crée pas seulement, il se cultive, on l'attend et il se transforme. Un parfum ne se voit pas, ne se touche pas, mais se sent. C'est de l'art à l'état liquide, une signature invisible qui accompagne, impacte et reste. Derrière chaque flacon, il y a de la science, de l'histoire, de l'agriculture, de la chimie et surtout de la sensibilité humaine. Dans ce voyage, nous avons découvert qu'une simple goutte de fragrance cache le travail de centaines de personnes, depuis les agriculteurs qui récoltent à l'aube jusqu'aux parfumeurs qui mélangent des molécules avec la précision d'un chirurgien. Rien n'est fortuit, tout est détail, soin et temps. Chaque parfum est une histoire comprimée, une connexion entre la nature et l'émotion, entre le tangible et l'éthéré. C'est un luxe qui ne s'achète pas seulement, mais qui se porte, se vit, se souvient. Tout comme l'argent symbolise valeur et pouvoir, le parfum symbolise identité et expression. L'un construit l'économie, l'autre le caractère. Tous deux naissent de la terre, tous deux passent par des mains expertes, tous deux nous accompagnent tous les jours, bien que nous nous arrêtions rarement pour penser à comment ils ont été créés. Aujourd'hui, vous le savez maintenant.
Si vous avez apprécié ce voyage à travers le monde de l'argent et des parfums, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Tout s'explique, car derrière le quotidien, il y a toujours une histoire fascinante à découvrir.